Ce jour-là, j'ai compris que mon fils n'avait pas seulement épousé une femme dure. À force de la suivre, il avait fini par lui ressembler. Ils étaient tous les deux assis face au notaire, à se moquer, à demi-mot, de mon testament écrit à la main. Ils pensaient que j'étais trop vieux pour remarquer leur sourire en coin, leur regard complice. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette main ridée qui tenait mon bâton avait signé quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Je m'appelle Jean Martin. J'ai 62 ans, à la retraite après toute une vie à enseigner l'histoire géo dans un collège de province. Je suis veuf depuis presque 10 ans. J'ai vécu assez longtemps pour voir ce que les gens ont de meilleur et de pire, souvent dans la même personne. J'ai cru longtemps que la famille, c'était solide, que le lien entre un père et son fils résistait à tout. Je ne le crois plus. Le bureau du notaire sentait le papier jauni, l'encre et le café pas tout à fait frais. Les murs étaient couverts de diplômes encadrés et de vieilles gravures de la ville. Derrière son grand bureau, maître Bernard Dumas, notaire à Saint-Florent-sur-Loire, rangeait des dossiers de sa main lente et méthodique. Je portais mon vieux costume gris, celui de la communion de mon fils, puis de son mariage, un peu tendu au niveau du ventre maintenant. Mes mains tremblaient légèrement, mais ce n'était ni la peur ni le regret, c'était juste l'âge. Ils sont arrivés en retard, comme d'habitude. La voiture moderne s'est garée devant la vitrine d'une agence immobilière. D'abord, ma belle-fille, Claire, avec son manteau élégant, ses talons trop hauts pour nos pavés irréguliers, son parfum qui entrait dans la pièce avant elle. Derrière, mon fils Marc, chemise bien repassée, montre brillante au poignet, téléphone dans la main comme un prolongement de son bras. Marc m'a embrassé rapidement sur la joue. « Ça va, papa ?» a-t-il demandé, d'un ton qui sonnait plus poli que sincère. « Je suis là », ai-je répondu simplement. Claire s'est contentée d'un « Bonjour, Jean » à moitié murmuré, avant de se tourner vers le notaire. « Maître, si on peut éviter d'y passer la matinée, Marc a des consultations cet après-midi et moi une réunion au cabinet. » Maître Dumas a esquissé un sourire courtois. « Nous irons à l'essentiel, madame, mais un testament solide en son intégralité. » Je me suis installé sur la chaise en bois, face à eux. Derrière le notaire, la fenêtre donnait sur la place de la mairie, avec sa fontaine, la boulangerie et le café du coin où je prends encore mon petit noir le matin. La vie du bourg continuait comme si de rien n'était. J'ai serré un peu plus fort le pommeau de mon bâton et j'ai attendu. Le notaire a ouvert le dossier cartonné, ajusté ses lunettes et commencé. Moi, sous-signé, Jean Martin, né à... Claire n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un petit rire. En plein usage de ses facultés mentales, a-t-elle soufflé à Marc. Ça se discute. Marc a eu un sourire qu'il a essayé de cacher derrière sa main. Je n'ai pas réagi. À force, on apprend que répondre à ce genre de pique ne sert à en provoquer d'autres. Maître Dumas a poursuivi. Il a évoqué quelques souvenirs matériels, ma montre, quelques objets personnels, ma collection de livres. Quand il a prononcé le nom de mon petit-fils, j'ai levé légèrement la tête. À mon petit-fils, Mathieu Martin, je lègue ma bibliothèque, mon ancienne montre à gousset et l'établi de menuiserie de mon père, afin qu'il comprenne un jour que les mains et la tête sont la meilleure des fortunes. Claire a levé les yeux au ciel. Et sinon, les choses qui ont vraiment de la valeur, on en parle quand ? A-t-elle lâché. Le notaire a tourné la page. Sa voix s'est faite plus grave. En ce qui concerne le reste de mes biens, y compris la maison située rue des Tilleuils, les parcelles agricoles attenantes, les comptes bancaires ouverts à mon nom et l'ensemble de mes actifs. Cette fois, Claire s'est penchée, presque avide. « Voilà », a-t-elle murmuré. Le notaire s'est arrêté une seconde. Il a baissé les yeux sur le texte, puis, presque imperceptiblement, les coins de sa bouche se sont relevés. Je connaissais ce sourire. C'était celui d'un homme qui sait ce qui va sortir de sa bouche et qui a vu des scènes semblables plus souvent qu'il ne le voudrait. « Je déclare, a-t-il repris, que l'intégralité de ces biens a été apportée au fonds d'études Mathieu Martin, constitué auprès du Crédit agricole de Saint-Florent, fonds irrévocable dont mon petit-fils est l'unique bénéficiaire à sa majorité. Les biens, ainsi transférés, ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni partagés avant que Mathieu ait atteint l'âge de 21 ans, sauf pour financer des dépenses strictement liées à sa scolarité supérieure. » Le silence qui a suivi a eu un poids presque physique. On aurait pu entendre la trotteuse de l'horloge du couloir. Claire a cligné des yeux plusieurs fois. « Attendez, a-t-elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? » « Ça veut dire, répondit calmement le notaire, que la maison, les terrains, l'argent sur les comptes appartiennent déjà juridiquement à ce fonds, et que ce fonds appartient à votre fils, ni à vous, ni à monsieur ici présent. » Marc s'est tourné vers moi, le visage décomposé. « Papa, on ne touche à rien alors? Rien du tout ?» Je l'ai regardé.
C'était la première fois ce matin-là que je le regardais vraiment dans les yeux. « Tout reste dans la famille, Marc », ai-je répondu. « Simplement, pas entre les mains que tu imaginais. » Claire s'est levée d'un bond. « C'est une mauvaise blague », a-t-elle lancé. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est de l'abus, après tout ce qu'on a fait pour vous. » Le notaire a posé le document à plat sur le bureau, les mains croisées. « Madame, a-t-il dit, toujours très poliment, votre beau-père est tout à fait libre de disposer de ses biens comme il l'entend, tant qu'il est sain d'esprit. Et je vous assure qu'il l'est. Tous les actes ont été signés ici, dans ce bureau, il y a plusieurs mois. Tout est parfaitement en règle. » Elle a serré la mâchoire. « Nous avons géré ses factures, ses papiers, tout son quotidien, a-t-elle protesté. Et aujourd'hui, il nous efface comme ça ? Vous n'avez pas géré mon quotidien, ai-je répondu. Vous avez géré ce qui vous arrangeait. Ce n'est pas tout à fait la même chose. » Marc a levé les mains, dépassé. « Papa, tu exagères. Je l'ai coupé. Je n'exagère pas, je constate. Je t'ai laissé faire. Et toi, tu m'as laissé disparaître petit à petit de tes priorités, sauf quand il s'agissait de savoir ce que j'avais sur mes comptes. » Claire a tourné son regard vers lui. « Tu vas le laisser nous faire ça ?» a-t-elle soufflé. « À toi ?»« Je ne fais rien à personne, ai-je dit. Je protège ceux qui méritent de l'être encore. » Le notaire a raclé doucement sa gorge pour reprendre sa place dans la scène. « La lecture est terminée, a-t-il annoncé. Je me tiens à disposition de M. Martin pour toute question complémentaire. Pour ce qui est de contester cet acte, je préfère être honnête. Vous perdriez du temps et de l'argent. » Claire a attrapé son sac, furieuse. « Ce n'est pas fini !» a-t-elle jeté par-dessus son épaule en sortant, le claquement de ses talons résonnant dans le couloir. Marc est resté assis quelques secondes de plus, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. « Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça sans m'en parler, » a-t-il murmuré. « Je t'ai parlé de beaucoup de choses, Marc, ai-je répondu. Tu n'as pas souvent écouté. Quand je suis sorti de l'étude, l'air de la place m'a semblé plus léger qu'en entrant. Les gens allaient et venaient, une poussette, un vélo, un camion de livraison garé devant la boulangerie. Le clocher de la petite église sonnait midi. J'ai avancé lentement jusqu'à ma vieille Clio, garée près du café. J'ai pensé un instant à m'arrêter boire quelque chose, mais j'avais besoin de retrouver mon Porsche, mes habitudes, mon silence. Ce matin-là, ce n'était pas de la victoire que je ressentais, juste la sensation qu'un poids énorme avait enfin été posé à sa place. J'avais laissé mon fils et ma belle-fille rire de moi, douter de ma tête, parler de moi comme d'un fardeau. Et pourtant, ce n'est pas ma voix qui avait porté le plus loin. C'était celle du notaire, dans sa robe noire, lisant calmement des phrases que j'avais signées sans trembler. La justice, j'ai fini par l'apprendre, ne trie pas toujours. Parfois, elle parle à voix basse, sur une feuille tamponnée, dans un bureau qui sent la poussière. Et puis, elle laisse le silence faire le reste. Ce qui s'est joué chez le notaire avait commencé bien avant. On aime croire qu'un jour, d'un coup, tout bascule. En vérité, les fissures se tracent longtemps avant que les murs tombent. Il suffit qu'on refuse de les voir. Si je remonte assez loin, je me revois jeune enseignant, carte de France sous le bras, remontant les couloirs du collège de Saint-Florent. J'avais des chemises bon marché, une vieille 4L et des tas d'idées sur l'éducation. Je croyais encore qu'on pouvait changer des vies à coups de cours bien faits et de discussions après la cloche. C'est là, au collège, que j'ai rencontré Hélène. Elle venait voir son petit frère, un de mes élèves, qui séchait les cours un peu trop souvent. Elle avait une écharpe rouge, les joues rosies par le froid et un rire qui restait dans la tête longtemps après qu'elle avait quitté la pièce. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital de la sous-préfecture, à une trentaine de kilomètres. On a pris un café un samedi matin, puis un autre, puis on ne s'est plus quitté. On s'est installé dans un petit pavillon en périphérie du bourg, avant de pouvoir acheter, des années plus tard, notre maison de la rue des Tilleuls. Une bâtisse en pierre, un peu bancale, avec un petit jardin derrière, et un porche étroit qui allait devenir mon royaume. On n'avait pas grand-chose, mais on faisait avec. Hélène disait toujours que, tant qu'il y avait de quoi faire une soupe et une brioche le dimanche, on n'était pas à plaindre. Quand Marc est né, la maison nous a paru trop petite et le monde trop grand. Je le promenais dans les bras sur le porche, je lui montrais les nuages, les chats qui passaient, le facteur. Je me disais que je ferais tout pour lui éviter les coups durs que moi j'avais pris en pleine figure. C'est le piège de tous les parents. On croit qu'on peut protéger ses enfants de tout, même de leur propre caractère. Marc était un bon gamin, un peu feignant à l'école, mais jamais méchant. Il traînait souvent dans la salle des profs en attendant que je finisse mes copies. Il griffonnait des dessins sur le tableau, posait des questions sur tout,
surtout sur ce que je ne savais pas. Hélène disait qu'il avait mon entêtement, mais son côté sensible à elle. Quand il a décroché son bac et qu'il a annoncé qu'il voulait faire médecine à Lyon, j'ai eu l'impression d'être à la fois fier et amputé. On a fêté ça avec une bouteille de crément du coin et un poulet rôti. Je l'ai accompagné à la gare le jour de son départ. Hélène pleurait en douce derrière ses lunettes de soleil. Moi, je lui ai dit de filer avant que le train parte, sinon j'allais faire pareil. Les premières années à Lyon se sont bien passées. Il revenait pour les vacances, nous racontait l'appart en colocation, les nuits de révision, les stages à l'hôpital. Hélène préparait des plats pour remplir son congélateur. Je lui glissais des billets pliés dans sa poche. On faisait ce que des parents font, en somme. Et puis un jour, il nous a parlé de Claire. Fille de notaire lyonnais, études de droit, sourire impeccable, tailleur parfait. La première fois qu'il nous la présentait, ici à Saint-Florent, j'ai vu tout de suite qu'elle ne voyait pas notre maison comme nous. Elle regardait les meubles, les tapis, les rideaux, comme si elle faisait un inventaire mental de ce qu'il faudrait changer. Hélène, qui savait lire les gens comme personne, l'a observée tout au long du week-end. Elle ne se salira pas les mains pour tourner la terre du jardin, m'a-t-elle soufflé le soir en se couchant. Je ne la vois pas assise sous la pluie à attendre avec toi que les tomates mûrissent. Je la vois signer des papiers en ville, un téléphone à l'oreille, un œil sur l'heure. Tu es dur, avais-je répondu. C'est une autre génération, c'est tout. Hélène avait haussé les épaules. Ce n'est pas son âge que je regarde, Jean, c'est la façon dont elle parle aux gens qui servent à table. Je n'ai pas voulu l'entendre. J'étais trop heureux de voir mon fils amoureux, trop fier de sa vie en ville, de ses amis, de ses projets. J'ai fermé les yeux sur ce qui me dérangeait. C'est une chose que je paye encore. Leur mariage a eu lieu à Lyon, dans une salle louée près de la mairie. Beaucoup de monde que je ne connaissais pas, des avocats, des chefs de service, des collègues de cabinet. Hélène et moi étions un peu perdus dans ces conversations sur les honoraires, les placements, les résidences secondaires. On souriait pour les photos, on dansait maladroitement sur des tubes que nous n'avions jamais entendus. J'ai regardé mon fils ouvrir le bal avec sa femme en me disant que le monde devenait bien compliqué. Les années ont filé. Marc a commencé sa carrière de médecin à l'hôpital de la ville. Claire a intégré un cabinet de conseil. Ils se sont installés dans un appartement moderne dans un quartier qui monte, comme il disait. Les visites à Saint-Florent se sont espacées. D'abord tous les mois, puis seulement pour Noël et parfois pour Pâques. Il y avait toujours des raisons. Une garde, un dossier urgent, un week-end prévu entre amis. Quand Hélène est tombée malade, j'ai compris à quel point la distance n'était plus seulement géographique. Une fatigue persistante, un souffle court, quelques vertiges. Les examens ont commencé, les radios, les prises de sang. Le diagnostic est tombé comme une pierre, une fibrose pulmonaire. Lent, irréversible, épuisant. Marc nous a aidés au début, dans la mesure de son temps. Il organisait les rendez-vous avec les spécialistes à Lyon, nous obtenait des comptes rendus, traduisait les mots compliqués. Claire, elle, venait quand ça ne dérangeait pas trop son agenda. 2 jours par-ci, un aller-retour vite fait par-là. Une fois, un soir où je croyais la porte de la cuisine bien fermée, j'ai entendu une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. Marc parlait au téléphone et au ton de sa voix, je savais que c'était Claire. « On ne peut pas passer notre vie sur l'autoroute, Claire, disait-il. C'est ma mère, elle est malade. » De l'autre côté, la voix de Claire, sèche, répondait quelque chose comme « Justement, c'est incurable, Marc. Tu veux quoi? Qu'on mette tout entre parenthèses pendant des années? Tu as une carrière, moi aussi. On ne peut pas organiser notre vie autour de ça. » Je suis resté là, dans le couloir, avec le torchon à la main, à écouter mon fils murmurer qu'elle avait raison, qu'il allait faire au mieux. Je crois que ce soir-là, j'ai senti un premier morceau de moi se détacher. Hélène est partie un matin de novembre, dans notre lit, en regardant par la fenêtre les feuilles tombées des tilleuls. Marc est arrivé pour l'enterrement, seul. Claire avait un déplacement très important à Paris, m'a-t-il dit, sans oser me regarder quand il l'a prononcé. Nous l'avons enterré au petit cimetière derrière l'église, sous un érable qui rougissait. J'ai planté un rosier blanc sur sa tombe quelques jours plus tard. J'ai parlé longtemps au marbre froid, assis sur le banc, comme si elle pouvait encore répondre. Après, la maison a changé de son. Ou plutôt, elle s'est vidée de bruit. Plus de rire dans la cuisine, plus de casseroles qui s'entrechoquent, plus de radio le matin. Juste les craquements du bois et la télévision en sourdine. Marc appelait de temps à temps, venait parfois avec Mathieu, ce petit-fils qui mettait un peu de lumière, et repartait aussitôt. Puis les premières remarques sur la maison sont arrivées. Un jour, alors qu'ils étaient là tous les deux, Claire a tourné sur elle-même au milieu du salon.
Tu te rends compte, Marc, de ce que ça vaut aujourd'hui un truc pareil, même en province, a-t-elle dit. Et ton père tout seul ici, c'est absurde. Je suis très bien ici, avais-je répondu. Elle avait répondu avec son sourire poli. Personne ne dit le contraire, Jean, mais tu vieillis. Une maison, ça s'entretient, ça coûte cher. Une résidence avec des services, ce serait plus adapté. Et en vendant ici, on pourrait... On pourrait quoi, avais-je coupé. Te mettre à l'abri, avait glissé Marc. J'avais regardé le lustre jauni au plafond, les cadres accrochés au mur, les traces de doigts sur la peinture près de la porte. Je suis déjà à l'abri, avais-je dit. Sous mon toit. Ce jour-là, j'ai senti que nous n'habitions plus la même réalité. Eux voyaient des mètres carrés, des colonnes de chiffres. Moi, je voyais la couleur du papier peint que Hélène avait choisi, les marques de crayon sur le chambranle où on notait la taille de Marc quand il grandissait. Après, tout s'est accéléré. Une chute dans l'escalier, une côte fêlée, un passage aux urgences. L'équipe médicale a fait ce qu'elle fait toujours dans ces cas-là, évoquait la possibilité d'un hébergement en établissement spécialisé. Marc y a vu la confirmation de ses inquiétudes. « Papa, tu ne peux plus rester seul ici », a-t-il insisté. « Et puis, on ne peut pas être là toutes les 5 minutes. »« Vous n'êtes déjà pas là toutes les 5 minutes, avais-je pensé. Mais à voix haute, j'avais dit « on verra ». Je suis allé passer quelques semaines dans une maison de retraite médicalisée à une vingtaine de kilomètres. Pas un mauvais endroit. Ronde des aides-soignantes, odeur de soupe, atelier mémoire et bingo. J'ai même fini par sympathiser avec un ancien facteur qui n'arrêtait pas de me raconter sa tournée. Mais ce n'était pas chez moi. Le soir, je fermais les yeux et je revoyais le papier peint de ma chambre à Saint-Florent, la forme de la fenêtre, la lumière sur le plancher. Pendant mon absence, ils avaient les clés de la maison. Quand je suis revenu, certains meubles avaient bougé, des cartons étaient empilés dans un coin, quelques bibelots avaient disparu des étagères. « C'est pour faire du tri », m'a expliqué Marc. « On t'allège un peu. Vous vous allégez surtout psychologiquement en vous disant que c'est déjà un peu à vous », avais-je failli répondre. Mais je m'étais contenté d'un « je n'ai rien demandé ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que le temps des demi-mesures était terminé. Soit je les laissais mener la danse jusqu'au bout, soit je reprenais le pas, même si mes genoux grinçaient. Alors j'ai appelé le notaire et j'ai commencé à écrire ma leçon. La trahison, ce n'est pas une grande scène, un cri, une gifle. C'est une somme de petits gestes répétés, de décisions prises sans vous, de phrases prononcées comme si vous n'étiez plus là. Quand on les met bout à bout, on se retourne et on ne se reconnaît plus dans la vie qu'on mène. Je me suis mis à surveiller mes relevés de compte comme un comptable hystérique. Je n'avais jamais été du genre à compter chaque centime. Tant que la fin du mois n'était pas un gouffre, ça m'allait. Mais soudain, des prélèvements apparaissaient, des factures déjà réglées par je ne sais qui, des virements faits depuis chez moi via cette fameuse banque en ligne dont je ne savais à peine me servir. « On s'en occupe pour toi, papa », m'avait dit Marc au téléphone. « C'est plus simple, on a mis tes accès sur l'appli, comme ça on peut vérifier. » « Vérifier quoi ?» avais-je demandé. « Que tout va bien », avait-il répondu. Je m'étais contenté de répondre « Mais le soir même, j'avais ressorti tous les classeurs du buffet. C'est là que j'ai découvert que certaines choses se payaient désormais avec ma carte, sans que je sache exactement lesquelles. Un après-midi, j'ai surpris Claire dans mon petit bureau au rez-de-chaussée. Une pièce avec une grande bibliothèque, un vieux bureau en chêne, ma chaise de toujours. Elle avait ouvert plusieurs tiroirs et empilait des papiers. « Je peux savoir ce que tu cherches ?» ai-je demandé en m'appuyant sur l'embrasure. Elle a sursauté, puis s'est vite recomposée. « Des photos de Marc enfant » a-t-elle répondu, le ton léger. « Tu sais, celle où il a cette coupe affreuse que tu lui faisais. On voulait les montrer à Mathieu. »« Les albums sont dans le salon » ai-je dit. « Ici, ce sont mes papiers. » Elle a ri. Justement, je voulais voir si tout était bien en ordre. Tu sais, les factures, les contrats, tu n'es pas obligé de te casser la tête avec tout ça. Je me casse la tête avec ce que je veux, ai-je répliqué, et ce bureau, tant que je respire, c'est le mien. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est ravisée. Dans ses yeux, une seconde, j'ai vu apparaître quelque chose de brut, sans masque, de la frustration, de la colère même. Puis son visage s'est refermé. « Très bien », a-t-elle lâché. Je voulais juste aider. Tu peux m'aider en sortant de cette pièce, ai-je conclu. Le soir même, j'ai rangé les documents vraiment importants dans une mallette et je les ai portés chez Maître Dumas. Testaments anciens, actes de propriété, reçus.
Il les a placés dans son coffre avec un professionnalisme presque rassurant. « On va mettre tout ça à l'abri avant de changer la suite », a-t-il dit. Nous avons passé ensuite plusieurs rendez-vous à rédiger le Nouveau Testament, à mettre en place le fonds d'études. Un compte bloqué, alimenté par la valeur de la maison, des parcelles et de mes économies. Un cadre bétonné, comme il disait, qui garantirait que personne ne puisse y toucher avant les 21 ans de Matthieu. « Vous êtes sûr de vous, Monsieur Martin » m'avait-il demandé à plusieurs reprises. « Plus sûr que je ne l'ai été de beaucoup de choses », avais-je répondu. « Je n'ai pas toujours été un père parfait, mais je peux encore être un bon grand-père. » En parallèle, le discours de Marc et Claire devenait plus pressant. « On t'a trouvé une résidence très bien classée près de Lyon », m'avait annoncé un jour Claire, tout sourire. « Avec une équipe médicale au top, des animations, un parc, tu serais mieux là-bas qu'ici, tout seul. »« Qui a dit que j'étais mal ici ?» avais-je demandé. « Tu ne te rends pas compte » avait renchéri Marc. « La maison est trop grande, les escaliers sont dangereux, tu as déjà chuté une fois. »« Et vous ne vous êtes pas précipité pour venir habiter ici, à ce que je sache » avais-je répondu. Ils avaient échangé ce regard qui voulait dire « il devient têtu », puis avaient ressorti la brochure, les photos, les arguments. Je les avais laissés parler. Laisser parler les autres est devenu une arme avec le temps. Plus ils remplissent le silence, plus ils se dévoilent. Je jouais le vieil homme un peu perdu parfois. J'oubliais volontairement une date, je faisais mine de chercher un mot que j'avais très bien en tête. Je les entendais presque penser « ça y est, ils déclinent ». Ils ne savaient pas que j'avais déjà signé chez le notaire ce qui les priverait de tout ce qu'ils attendaient. Le dernier acte de cette longue trahison déguisée en bonne intention s'est joué quelques semaines avant le rendez-vous chez Maître Dumas. Marc m'avait appelé un soir. « On va changer de maison », avait-il annoncé, d'une voix où je percevais pourtant une certaine fatigue. On a trouvé plus grand, plus près de l'école de Matthieu. Mais on a besoin d'un apport. C'est pour ça que... « Que tu comptes sur ma maison ?» l'avais-je interrompu. On a pensé que, si tu vendais et que tu venais en résidence, on pourrait... « Faire d'une pierre deux coups » avais-je terminé. « Te loger mieux et te décharger de moi. » Ce n'est pas ce que j'ai dit, s'était-il défendu. « Non » avais-je concédé, mais c'est ce que j'ai entendu. Ce soir-là, après avoir raccroché, j'ai sorti la photo d'Hélène que je garde dans mon portefeuille. Je lui ai parlé longuement, à voix basse, comme si elle était assise sur la chaise d'en face. « Je crois que c'est maintenant que je dois arrêter de me taire », lui ai-je dit. « Tu m'as toujours reproché ma lâcheté quand il s'agissait de dire non à notre fils. Eh bien, voilà. Demain, je lui dirai non, à ma façon. Le reste, je l'avais préparé. Il ne restait plus qu'à les laisser venir au rendez-vous, persuadés qu'ils allaient récupérer noir sur blanc ce qu'ils estimaient être leur droit, et à laisser la lecture du testament faire son œuvre, comme un cours magistral donné par un autre à ma place. Le matin du rendez-vous, le ciel était couvert, mais on sentait déjà la chaleur de l'été monter de la pierre. Je me suis levé, j'ai préparé mon café, coupé une tartine de baguette que j'ai tartinée de beurre demi-sel et de confiture d'abricot. Les gestes du quotidien ont quelque chose d'apaisant, même quand on sait qu'une journée ne sera pas comme les autres. Avant de sortir, je suis passé par la salle à manger. Sur le buffet trônait encore un cadre avec une photo d'Hélène prise au bord de la Loire, un jour de pique-nique. Ses cheveux bouclés s'envolaient dans le vent, elle riait à quelque chose que je ne me rappelle plus. J'ai posé la main sur le bois du buffet. « Souhaite-moi bon courage », ai-je murmuré. La route jusqu'à la ville n'était pas longue. 15 minutes en voiture, peut-être 20, selon la circulation. Je conduisais prudemment, conscient de chaque virage, de chaque bosse. J'ai garé ma vieille voiture sur la place, près de la boulangerie, où sortait déjà l'odeur du pain chaud. Chez le notaire, tout était en place. Le bureau rangé, les dossiers alignés, la cafetière encore tiède. Maître Dumas m'a accueilli avec un hochement de tête. « Vous tenez le coup » a-t-il demandé. « On verra », ai-je répondu. Je ne suis pas sûr de ce qui me fera le plus mal, leur tête ou leurs mots. Ils sont arrivés en retard, bien sûr. Claire a poussé la porte avec cette aisance de ceux qui ont l'habitude d'entrer dans des bureaux où l'on les attend. Marc la suivait, la mine crispée. Elle a à peine regardé autour d'elle, déjà tournée vers le notaire. « Bonjour, maître. On va essayer de faire vite, si possible. Marc est de garde cette nuit. »« Je comprends », a répondu le notaire. « Asseyez-vous. » Je me suis installé en face d'eux, le bâton posé le long de ma chaise. Je regardais la lumière jouer sur les boiseries. Il y avait quelque chose d'ironique à ce que ce soit dans un endroit comme celui-là, si rigide, que j'allais enfin mettre un peu d'ordre dans le chaos de ma vie familiale.
La scène qui a suivi, vous la connaissez déjà en partie. Les formules, leur impatience, la phrase sur mes facultés mentales, la mention de ma bibliothèque et de mon père. Puis, le pivot. La phrase sur le fond d'étude. Le nom de Mathieu. Les mots irrévocable, bloqué, bénéficiaire unique. Voir leur visage à ce moment-là, c'était comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. D'abord l'incompréhension, puis la surprise, puis la colère. Claire est passée par tout le spectre en quelques secondes. Marc, lui, est resté comme pétrifié. « Mais tu ne peux pas me faire ça !» a-t-il fini par dire. « Je suis ton fils !» « Et lui, c'est ton fils !» ai-je répondu en désignant le nom de Mathieu sur le papier. « Et un jour, j'espère, il sera un homme meilleur que toi ne l'est en ce moment. » Je ne dis pas ça pour cruauté, je le dis parce que c'était vrai sur le moment. Marc n'était pas un monstre, mais il s'était perdu. Et parfois, pour que quelqu'un se retrouve, il faut le laisser se cogner contre un mur. Claire a quitté la pièce comme une tempête, en promettant que tout ça se paierait. Marc n'a pas essayé de la retenir. Il est resté là, devant moi, vidé. « Tu veux que je fasse quoi maintenant » m'a-t-il demandé. « Ce que tu veux » ai-je répondu. « Mais si tu cherches un jour à récupérer le respect de ton fils, sache qu'il ne se trouve pas dans cette maison, ni dans ce fonds d'études. Il se trouve dans la manière dont tu lui parleras de son grand-père. » Quand je suis reparti, Maître Dumas m'a accompagné jusque sur le seuil. « Je ne sais pas s'ils comprendront un jour » a-t-il dit. « Mais je peux vous dire quelque chose. La plupart de ceux qui viennent ici régler des histoires d'héritage ont moins de courage que vous. » « Ce n'est pas du courage » ai-je murmuré. « C'est juste que je n'ai plus envie de mourir en demandant pardon pour des choses que je n'ai pas faites. » Je suis rentré chez moi avec ce drôle de sentiment d'avoir refermé un livre, alors que la vie, elle, continuait à tourner les pages sans me demander mon avis. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression de voir la campagne d'un œil neuf. Les champs de blé, les rangées de peupliers, les fermes semblaient soudain plus nettes. J'ai roulé doucement, fenêtre légèrement entr'ouverte pour laisser entrer l'air tiède. La maison m'attendait, immobile, avec ses volets bleus un peu écaillés. J'ai monté les 3 marches du porche, j'ai posé mon bâton contre le mur et je me suis assis sur la chaise en bois qui grince toujours au même endroit. Je me souvins de toutes les fois où Hélène s'était assise là, jambes croisées, une tasse de thé entre les mains, à me raconter sa journée à l'hôpital. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça, à regarder les passants, les voisins, le chat du bouchier qui traverse toujours la rue au même endroit. À un moment, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. J'ai reconnu le son du moteur. Marc est descendu de la voiture, seul cette fois. Il avait la même tête que le matin, mais ses épaules semblaient encore plus lourdes. Il a hésité au pied des marches, comme un gamin pris en faute. « Je peux monter » a-t-il demandé. « Tu as besoin d'une autorisation pour venir parler à ton père » ai-je demandé, sans agressivité, juste un peu de constat. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Nous avons fixé la rue pendant quelques minutes sans échanger un mot. C'est fou, comme le silence peut être bruyant quand il y a trop de phrases coincées entre 2 personnes. « Tu nous as humiliés » a-t-il dit enfin. « Je n'ai humilié personne » ai-je répondu. « Je vous ai simplement montré que je n'étais pas encore mort. »« Tu aurais pu me le dire » a-t-il insisté, « qu'on en parle avant. » Chaque fois que j'ai essayé de te parler, Claire répondait à ta place, ai-je rappelé, et tu l'as laissé faire. Alors, j'ai parlé à quelqu'un d'autre, à mon notaire. Il a posé ses coudes sur ses genoux, les mains jointes, les yeux fixés sur les dalles du porche. « Tu penses que je suis comme elle » a-t-il murmuré. « Je pense que tu as laissé sa voix couvrir la tienne, ai-je dit, et qu'à force, tu as fini par croire que ce qu'elle voulait était ce que toi tu voulais aussi. » Il a secoué la tête. « Tu ne sais pas ce que c'est, la vie qu'on mène, » a-t-il dit. « Les horaires de dingue, les responsabilités, le crédit de l'appart, l'école privée de Mathieu. » « Je sais que c'est toi qui as choisi tout ça, » ai-je répondu. « Je n'ai jamais demandé que tu vives autrement. Je t'ai juste demandé de ne pas me traiter comme une variable d'ajustement. » Il a soupiré. « On n'a jamais voulu te faire de mal, » a-t-il dit. « On voulait juste rendre votre vie plus confortable, » ai-je terminé à sa place. « Je comprends, mais tu sais, Marc, on ne construit pas son confort sur le dos de quelqu'un qui ne t'a rien demandé. » Nous sommes restés encore un moment en silence. Puis il a lâché, presque dans un souffle, « Je me dégoûte un peu, tu sais. » « Ce n'est pas à moi de te dire comment tu dois te sentir, » ai-je répondu, « mais si ce dégoût t'aide à te remettre droit, alors il aura servi à quelque chose. » Il s'est levé brusquement. « Claire est folle de rage, » a-t-il dit en descendant une marche. « Elle parle déjà d'avocat. »
Qu'elle en parle, ai-je répondu. Elle finira bien par tomber sur quelqu'un d'assez honnête pour lui dire qu'elle perdra son temps. Il a fait quelques pas vers sa voiture, puis s'est retourné. Tu n'as pas peur que je coupe les ponts a-t-il demandé. Que tu ne revois plus jamais ton fils et ton petit-fils? J'ai peur de beaucoup de choses, ai-je répondu, mais je préfère encore perdre un fils qui ne me respecte pas que de me perdre moi-même. Il est resté figé quelques secondes, puis sans un mot de plus, il est monté dans sa voiture et est parti. Ce soir-là, je me suis couché fatigué, mais étrangement léger. J'avais perdu quelque chose, oui, une illusion peut-être, celle d'être aimé quoi qu'il arrive. En échange, j'avais gagné quelque chose d'invisible mais de précieux, le sentiment d'avoir enfin posé une limite. Les jours suivants ont été faits de coups de fil courts, de silences longs. Claire n'a pas rappelé. Marc envoyait parfois un message à propos de Mathieu, une remarque sur l'école, une photo. Il ne parlait pas de la maison, ni du testament, ni du fond. Moi non plus. Ce n'est que quelques semaines plus tard que les choses ont commencé à bouger autrement. Un samedi après-midi, alors que j'arrosais les fleurs du jardinet, j'ai entendu une petite voix derrière la grille. « Papi !» J'ai levé les yeux. Mathieu était là, en short et en basket, son sac à dos sur l'épaule, la main dans celle de Marc. Il m'a fait un grand signe. « Surprise !» a dit Marc, un peu mal à l'aise. On passait par loin. Mathieu voulait voir le jardin. J'ai ouvert la grille. « Il tombe toujours bien, ce petit ?» ai-je répondu. Nous avons passé l'après-midi là, à cueillir quelques fraises, à montrer à Mathieu où son père tomberait toujours du vieux cerisier. À un moment, Marc est resté en retrait, appuyé contre le mur, à nous regarder. « Je crois que j'avais oublié ce que ça faisait, ici, » a-t-il murmuré quand Mathieu est parti courir après un chat. « Ça n'a pas beaucoup changé, ai-je répondu. « Si, a-t-il insisté, c'est moi qui ai changé, pas dans le bon sens. » Je n'ai rien dit. Parfois, il faut laisser les gens énoncer eux-mêmes leurs propres constats. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie, en papier, dans une enveloppe timbrée. L'écriture de Marc, un peu serrée. « Papa, je ne suis pas doué pour parler, tu le sais, alors j'écris. Je ne vais pas tout réécrire, tu sais déjà ce que tu penses de moi. Je voulais juste te dire que j'ai demandé à Claire de partir. Le testament n'est pas la seule raison, mais il a été le coup de poing qui m'a réveillé. Tu m'as mis devant ce que j'étais devenu. Je ne te remercie pas pour la douleur que ça m'a fait, mais pour le fait que tu n'aies pas réagi 10 ans trop tard. Si tu veux encore de moi, j'aimerais revenir parfois, ici. Pas pour parler d'héritage, mais pour manger un bœuf bourguignon et écouter tes histoires. Marc. » Je suis resté longtemps avec cette lettre entre les mains, les yeux piqués de larmes que je refusais de laisser couler. Puis, je l'ai glissée dans le même tiroir que les bijoux de famille d'Hélène, ses lettres à elle, ses recettes griffonnées. Il y a des choses qui doivent rester ensemble. Depuis cette histoire de testament, les saisons ont tourné. L'hiver a recouvert le jardin de givre, le printemps a ramené les fleurs de lilas près de la grille, l'été a fait craquer les volets sous la chaleur. Ma vie, à moi, s'est remise à suivre un rythme tranquille, presque apaisé. Je me lève tôt, comme toujours, je vais acheter ma baguette, je discute 5 minutes avec la boulangère, qui me demande des nouvelles de « votre beau petit-fils ». Je rentre, je prépare mon café, je m'assois sur le porche. Les jours où je suis en forme, je fais un tour jusqu'à la Loire, je regarde l'eau passer, les pêcheurs, les gamins qui jettent des cailloux. Marc vient plus souvent, parfois seul, parfois avec Mathieu. Il arrive sans prévenir, avec un sac de courses, une tarte achetée sur l'autoroute, un bouquet de fleurs posé maladroitement sur la table. « Je n'ai pas toujours su comment être ton fils », m'a-t-il dit un jour, « mais j'essaie d'être un bon père pour Mathieu. C'est déjà ça. » « On apprend jusque tard », ai-je répondu. « Ce n'est pas réservé aux enfants. » Nous ne parlons pas souvent du testament. Une fois, pourtant, il a demandé. « Tu regrettes, parfois, d'avoir fait ça ?»« Non », ai-je dit sans hésiter. « Si je ne l'avais pas fait, tu ne serais peut-être jamais sorti de ce dans quoi tu étais. Et Mathieu aurait grandi avec l'idée que tout lui est dû. Là, il apprendra un jour que l'argent qui l'aidera à faire ses études ne lui est pas tombé tout cuit du ciel, qu'il est le fruit de la vie d'un vieux bonhomme qui a essayé de faire ce qu'il pouvait à sa façon. » Il avait hoché la tête. « Je raconterai ça correctement », avait-il promis, sans me faire passer pour la victime. Marc, lui, grandit. Il pose des questions sur tout. « Papé, pourquoi tu n'as pas de télé dans la cuisine ? Papé, tu avais Internet quand tu étais jeune ? Papé, c'était comment, papa, quand il était petit ? » Un jour, il est tombé sur ma bibliothèque. « Tu les as tous lus ?» m'a-t-il demandé en passant ses doigts sur les tranches.
Pas tous jusqu'au bout, ai-je avoué, mais j'en ai commencé beaucoup. Papa dit que tu m'as tout laissé, a-t-il lancé avec une spontanéité qui m'a serré le cœur. Je t'ai laissé ce que j'avais, ai-je répondu. Mais ce qui compte vraiment, Mathieu, c'est ce que tu feras de ce qu'on te donne. Beaucoup de gens reçoivent des choses et les gâchent. Ne sois pas de cela. Il a réfléchi à sa manière d'enfant. Je te les prêterai, mes livres, a-t-il dit. Comme ça, tu pourras les relire. J'ai ri. Je ne suis pas pressé que tu me les prêtes, ai-je dit. Tu as le temps. Le soir, quand la chaleur retombe, je m'assois sur le porche, comme toujours. Je regarde la rue. Je pense à Hélène, à sa façon de poser sa main sur la mienne quand j'exagérais. Je pense à Marc, enfant, à Mathieu, aujourd'hui. Je pense à tous ces vieux du village qui n'ont jamais osé dire non à leurs enfants, qui ont tout donné et se sont retrouvés, au final, dans une chambre impersonnelle à des kilomètres de leur vie. Je ne me crois pas meilleur qu'eux. J'ai fait mes erreurs, j'ai fermé les yeux trop longtemps. Mais un jour, j'ai fini par les ouvrir. Un peu tard peut-être, mais pas trop tard. La paix, je l'ai compris, ne vient pas de l'absence de problème. Elle vient du moment où on accepte de perdre certaines choses pour ne plus se perdre soi-même. J'ai perdu une image idéale de ma famille. J'ai perdu l'illusion que le sang suffit à garantir le respect. En échange, j'ai gagné le droit de respirer sans culpabilité sur mon propre porche. Parfois, les voisins me demandent comment ça se passe avec Marc. Je réponds simplement « on réapprend ». Ils hochent la tête. Certains comprennent, d'autres non. Ce n'est pas grave. À mon âge, on n'a plus besoin que tout le monde valide nos choix. Si un jour quelqu'un raconte mon histoire, j'aimerais qu'il ne s'arrête pas au mot « vengeance ». Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour me venger. Je l'ai fait pour rappeler à ceux que j'aime qu'on ne joue pas avec la dignité d'un homme comme avec une ligne de budget. Et maintenant, quand je m'installe sur mon porche, avec mon café et le soleil du matin qui arrive par la rue des Tilleuls, je peux regarder ma maison, mon jardin, ma vie, et me dire sans mentir « Tu as peut-être raté beaucoup de choses, Jean, mais ça, tu ne l'as pas raté. J'ai gagné ce droit de vieillard, celui de vieillir en paix. »